La question d'aujourd'hui part de 2001, l'Odyssée de l'espace, et de 2001, l'Odyssée de l'espace à aujourd'hui, quand la fiction imagine le post-humain. Alors la première question, en fait, et à laquelle on va tenter de répondre, c'est de savoir qu'est-ce que ce post-humain. On parle de post-humain, on parle des fois de transhumain, des transhumanismes. Qu'est-ce que c'est en fait ces concepts-là, à quoi ça renvoie? Et je propose en fait, pour commencer, je donne la pour voilà, nous montrer quelles sont les différences entre un post-humain et un transhumain. Alors, commencer par une question comme celle-là, je dirais que c'est... il faudrait avoir une semaine. On a une demi-heure devant nous. Ce sont des mots qui sont souvent utilisés de manière interchangeable pour beaucoup de personnes. Maintenant, je pense que les distinctions importantes à faire, elles sont d'abord entre... Voilà, vous avez parlé de post-humain, mais on parle aussi souvent de post-humanisme. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Le post-humain et le post-humanisme, c'est deux choses différentes. Pour comprendre le post-humanisme, il faut déjà se souvenir tout simplement de ce que veut dire humanisme. Humanisme, une philosophie qui met en son centre les valeurs de l'humain. Y a collé le terme post, c'est un peu comme quand on parle de post-modernité. Il y a une mode comme ça qui veut rajouter des postes à des termes qui existent pour montrer qu'ils sont dépassés. Donc en l'occurrence, parler de post-humanisme, c'est s'inscrire dans une philosophie qui ne met plus l'humain en son centre. Maintenant, le post-humain, ça pourrait être le résultat d'un processus de transformation dans lequel l'humain disparaîtrait pour céder la place à une autre espèce. Et quand on parle de post-humain, du coup, c'est un terme générique. Certains parlent de cyborg. Là aussi, il y a toute une série de mots qui sont utilisés de manière interchangeable pour décrire cet avenir de l'humain. Et cet avenir de l'humain, cet éventuel post-humain, il pourrait advenir à travers le processus lié au transhumanisme. Et je dirais que la grande différence entre le post-humanisme et le transhumanisme, c'est que le transhumanisme, c'est plus une idéologie, et on n'utilise pas le humanisme de transhumanisme, il est au fond pas... il relève pas de l'humanisme du tout. Et donc le transhumanisme, pour le dire en une phrase, c'est une idéologie qui présuppose qu'il est du devoir de l'humain que d'utiliser les sciences et les technologies qu'il a à disposition pour augmenter ses performances, quitte à donner lieu à une autre espèce. Voilà, je pense qu'on peut poser les choses comme ça. C'est un peu carré, mais ça donne une idée. Très bien. Donc du coup, vous dites que on repense en fait l'humanité telle qu'elle était héritée, par exemple, par les Lumières. On doit repenser justement l'humanisme. Qu'est-ce que dit Marc Attala, la science-fiction à propos de ça? Voilà, je ne sais pas si c'est allumé, ça n'a pas l'air. C'est allumé maintenant. Bon, déjà, la science-fiction, elle dit rien par rapport à ça, parce que la science-fiction, c'est un regroupement, c'est un genre, c'est une sorte d'étiquette avec laquelle ou sous laquelle on range plein de récits différents. Alors, si vous prenez par exemple la science-fiction post-apocalyptique, elle dit en général rien sur le transhumanisme. Mais il s'avère que dans les récits de la science-fiction, ils vont reprendre ceux qui s'interrogent ou ceux qui s'intéressent sur le destin de l'humain, ce que vient de dire Daniela. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, dans le monde d'aujourd'hui, on a ces discours qui circulent. Et ces discours, ils circulent dans les médias, ils circulent dans les bouches des chercheurs, ils circulent aussi certaines fois dans les slogans des entreprises, etc. Et puis, ils sont déjà là, on les entend, on les connaît. Ce que vient de dire Daniela, la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vaguement entendu quelque part. Et puis, ils vont se dire, et si on racontait l'histoire de l'humain là-dedans? Je vous donne un exemple, si on suppose, ou on présuppose comme le transhumanisme qu'il est de notre devoir de modifier notre condition pour améliorer nos compétences ou voilà, nous dépasser nos limitations, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Finalement, c'est une sorte de phrase comme ça. Comment vont vivre les humains s'ils doivent modifier, augmenter leurs compétences plus tard? Et les auteurs de science-fiction qui s'intéressent à ce genre de questions-là, ils vont inventer ce qu'on vit en permanence, vous et moi, tous les jours, c'est qu'ils vont raconter une histoire. Il faut dire, bon voilà, imaginons que tous les êtres humains, potentiellement, vont pouvoir améliorer leurs compétences, par exemple, cognitives, ou améliorer leurs compétences émotionnelles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'ils vont vivre?
pas tellement pour préfigurer ce qu'ils vont vivre. On n'est pas en train de faire de la prospective et se demander si dans 20, 30, 40, 50 ans, on fera ça. Les savants font plus de prospective en général que les écrivains de science-fiction, mais simplement parce que c'est plus simple pour nous de nous approprier la vie d'un autre être humain que la nôtre et d'y éprouver des émotions. Parce que dans la vie d'un être humain, on va pouvoir voir les paradoxes, les apories, les problématiques qui peuvent surgir. Typiquement, si on commence à imaginer que, bon, est-ce que tout le monde, les X milliards de terriens, pourront en même temps subir ces améliorations technologiques? Vraisemblablement pas. Donc on peut supposer que pendant un moment, si ce n'est tout le temps, il y a une partie de la population humaine qui aura droit aux améliorations, puis une partie qui n'aura pas droit. Vous imaginez bien qu'entre ces deux, l'histoire la plus intéressante à raconter, c'est de se mettre à la place du type qui n'a pas le droit à cette amélioration. Parce que c'est plus intéressant comme histoire que celui qui serait au top niveau. C'est pour ça que dans la plupart des films, on suit plutôt les êtres humains qui ne sont pas améliorés ou qui aimeraient l'être mais qui ne peuvent pas, etc. Et c'est ça que va faire la science-fiction. Elle va s'emparer des discours qui sont déjà là, puis elle va imaginer des histoires dans lesquelles ces discours se sont matérialisés et le lecteur, nous en l'occurrence, le lecteur va ressentir des émotions par rapport à ça, il va vivre la vie des personnages, il va pleurer avec eux, ou rire avec eux, ou angoisser avec eux, et ce faisant, il va faire que les discours qu'il entend au quotidien dans le monde empirique, ils vont soudainement plus être simplement des discours abstraits, mais des discours auxquels on a ajouté des scénarios, et avec lesquels on peut les penser différemment. C'est ça que va faire la science-fiction. Elle va nous permettre de nous approprier, de rendre humains des discours qui sont en général des discours soit marketing, soit théoriques, soit abstraits, soit tellement généralisants qu'on n'est pas capable d'en faire quelque chose. Elle va les rendre accessibles, les rendre éprouvables et les rendre pensables. Alors cette appropriation des discours, qu'est-ce qu'il en était en fait il y a 50 ans? Parce qu'il faut savoir que 2001, l'Odyssée de l'espace, fête ses 50 ans en 2018. Et du coup, quels étaient ces discours il y a 50 ans lorsque Kubrick réalisait 2001, l'Odyssée de l'espace? Simon Spiegel. First, I have to apologize that I'm speaking English. I know I'm in Switzerland, I'm not supposed to do that. I'm supposed to speak French, but mon français est vraiment affreux, so I won't do that. I mean, it's... De répondre à votre question, j'aimerais compléter ce qu'a dit Marc. Ah oui, on entend le son, c'est un peu bizarre. Je suis d'accord que la science-fiction présente plutôt les croyances du jour d'aujourd'hui, mais on peut également voir la chose à l'envers, en particulier pour les films. Si vous parlez de choses comme de cyborgs ou d'êtres qui seraient après l'humain, nous pensons à des images qui viennent de films. Si vous pensez à un cyborg, vous allez penser à Robocop, à Terminator, une sorte de Deus Ex Machina. Ce sont des concepts qui sont des concepts de fiction, mais qui ont été créés par des réalisateurs de cinéma et qui ont une forte influence sur la manière dont nous percevons ces choses. Et si l'on se demande d'où viennent ces idées, on va souvent vous dire, en fait, les idées nous viennent avant tout des films. Personne ne va dire, je ne veux pas devenir un Terminator, quoique, peut-être. Mais je crois que c'est vraiment cela qui a forgé notre image de ce que peut être l'humanité après l'humanité. Donc effectivement, la science-fiction ne parle pas de l'avenir forcément, mais il est très difficile de parler de science-fiction sans parler d'image, de vocabulaire. Si j'essaye d'imaginer l'avenir, je suis vraiment formé par la science-fiction. Maintenant, pour revenir à votre question originelle, je crois que l'on peut considérer que 2001 est le film du post-humanisme. Nous arrivons à l'étape suivante de l'évolution. Bowman, l'astronaute, est transformé en enfant étoile dans son embryon stellaire. Et ce n'est peut-être pas la prochaine étape de l'évolution humaine, mais c'est quelque chose de complètement nouveau.
et que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Mais je ne crois pas que Kubrick aurait dit qu'il s'agissait de transhumanisme ou de post-humanisme. En fait, c'est quelque chose qui échappe complètement aux humains dans le film. Ce n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Quand on parle de l'opposition entre transhumanisme et post-humanisme aujourd'hui, on parle d'autre chose. Là, on parle d'une force presque divine qui transforme l'humain. Donc, c'est un concept différent. Directement sur ce qui vient d'être dit. De mon point de vue, la science-fiction, disons les auteurs de science-fiction, font partie, en l'occurrence, d'une société, la société occidentale, le film dont on parle. Et moi, la manière dont je vois les choses, c'est que les gens qui conçoivent des scénarios de science-fiction, ils expriment un imaginaire qui est l'imaginaire représentatif, disons, de l'environnement dans lequel ils vivent. Donc moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec des ingénieurs dans les laboratoires pour aller essayer de comprendre quel est leur système de représentation. Là aussi, c'est l'imaginaire des ingénieurs que je cherche à mettre en lumière. Et quelque part, c'est un peu la même chose. Je veux dire, quand vous êtes ingénieur, vos valeurs vous portent à produire des objets. Quand vous êtes écrivain de science-fiction, vous allez produire un scénario de science-fiction et tout ça vient du même imaginaire collectif. Et pour revenir au film et à la question de la technique qui échappe aux humains, je pense que c'est bien ça qui est en jeu, c'est notre rapport à la technologie. Et moi, ce que je vois d'intéressant dans le film de Kubrick, c'est en fait moins le côté science-fiction du futur que le côté science-fiction sur le passé. Pourquoi je dis science-fiction sur le passé? C'est parce que au fond, on nous raconte une histoire de l'humanité qui nous a précédés, qui est aussi une forme de science-fiction. Et cette forme de science-fiction, elle est représentative de comment nous percevons notre rapport à la technologie. Et je trouve intéressant, parce que je trouve que ce qui est caractéristique de notre société, c'est de ne pas remettre en cause l'évidence de l'objet technologique. C'est-à-dire qu'on part toujours de l'idée que c'est évident que la technique est là, et avec une perspective évolutionniste qui est bien, qui est la scène mythique du film avec l'objet qui s'envole et qui nous fait passer du premier outil à la technologie de pointe. Pour moi, elle illustre une société dans laquelle on a une perspective évolutionniste et on ne remet pas du tout en cause le fait qu'il faut aller vers des techniques toujours plus élaborées. Et de mon point de vue, je dirais que c'est cet éclairage-là que le film apporte d'intéressant. Et ça n'a pas changé du tout. On est toujours dans cette représentation qui nous fait penser que l'objet technique est là, alors il va falloir en gérer les conséquences. C'est un peu les questions éthiques qu'on se pose en arrivant comme la grêle après la vendange. Alors que moi, comme anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est la finalité, c'est le pourquoi. Pourquoi développons-nous ces technologies toujours plus élaborées ? Alors, elles ne sont pas tombées du ciel. Enfin, je ne crois pas qu'elles soient, dans la vraie vie, tombées du ciel un jour. Et c'est ça qu'il faudrait interroger, notre rapport à ces technologies. Moi, j'aimerais aussi peut-être rebondir suite à ce que tu as dit et puis ce que vient de dire Daniela. Je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un scénario de science-fiction, mais de n'importe quel type de film finalement, il provient à la fois d'un contexte historique, mais il provient aussi d'un ensemble d'autres textes ou d'autres films antérieurs. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans le film de Kubrick, et sans avoir besoin de se poser la question de retracer chaque chose qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas, on sait très bien qu'il adapte ou il s'inspire d'une nouvelle qui est écrite par Arthur C. Clarke qui s'appelle La Sentinelle. Et cette nouvelle, par ailleurs, qui relie un auteur que l'avantage au NIF, c'est que tout le monde connaît cet auteur-là, ce qui n'est pas le cas dans d'autres types de festivals, qui s'appelle H.P. Lovecraft. Et ceux qui parmi vous connaissent Lovecraft et qui ont lu par exemple dans l'Abîme du Temps savent que dans l'Abîme du Temps, quand Lovecraft convoque des extraterrestres, il les représente sous forme de monolithes noirs. Autrement dit, l'idée même d'une monolithe qui serait là à des moments précis dans l'histoire de l'humanité et qui semblerait parler d'une sorte de bouleversement de l'évolution, on va retrouver cette idée chez Lovecraft qui l'utilise dans les années 1920-1930 pour critiquer en fait le fait que les grands paradigmes scientifiques, les grandes idées, l'univers est soudainement très très grand, l'être humain est rien, vous avez tous déjà vu cette espèce de photo, vous avez la galaxie, puis on vous dit vous êtes là, puis on dit en plus c'est une galaxie parmi des milliards de galaxies, donc autrement dit vous êtes rien.
Et Lovecraft se dit, c'est quand même bizarre qu'on ait passé de fille et fils de Dieu à rien, et que ça ne nous a pas spécialement dérangé. C'est un peu du style, tac, voilà. Et toute la poétique de Lovecraft, c'est de réfléchir à ça, c'est-à-dire de réfléchir au fait que l'être humain n'est plus rien, et que ça ne le dérange pas, bizarrement. Et c'est pour ça que tous les personnages de Lovecraft deviennent fous, parce qu'ils se rendent compte de ça, etc. Autrement dit, le film de Kubrick n'est pas seulement en lien avec les problématiques scientifiques ou éthiques des années 60, mais aussi avec un historique de la science-fiction qui vient interroger le rapport de l'homme à la science et évidemment la technologie. Mais pas le rapport qu'il aura dans le futur, le rapport dans le présent. Et les questions que vient de poser Daniela, parmi beaucoup d'autres qui pourraient être posées, sont des questions qu'on se pose rarement. On se dit rarement, qu'est-ce que ce film nous dit sur notre... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut augmenter nos compétences? Voilà une question qui me paraît intéressante. Pourquoi vous, moi, on aimerait faire ça? Pour être plus quoi, en fait? On a l'impression que plus on avance, plus on est des ressources humaines, donc on sera des meilleures ressources, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on sera des meilleurs humains? Ça tombe bien, il y a du post-humanisme, il n'y a plus d'humanité, c'est en tout cas plus au centre, ça tombe bien. Et ces questions-là se posent la science-fiction depuis en tout cas la fin du 19e siècle. Et donc on n'est pas seulement dans un rapport au film, mais aussi dans un rapport à ce que les films véhiculent comme imaginaire qui provient souvent d'auteurs antérieurs et qui devient intéressant de remettre en contexte pour comprendre ce qu'un film, une tendance, un mouvement nous dit. I mean, I'm not really sure I agree with you about this Lovecraft connection because I mean, obviously there's a historical connection, but I would say the understanding of the universe. Bien sûr, il y a la réflexion sur la compréhension de l'univers, mais je crois que c'est très différent. Dans un cas, vous avez cet univers négatif, diabolique, des créatures plus puissantes que Dieu et nous ne pouvons rien faire et devenir fous quand nous les affrontons. Mais dans 2001, c'est complètement l'inverse. C'est la célébration de la beauté de l'univers. Et quel que soit ce monolithe à quoi il correspond, c'est quelque chose de beaucoup plus amical. L'univers reste très grand, mais le monolithe est quelque chose... Arthur C. Clarke a dit que Dieu était au cœur de ce film. Et MGM avait ainsi, sans le savoir, mis de l'argent dans un film religieux. Il ne le savait pas, évidemment. Mais je suis d'accord avec toi, dans la mesure où il s'agit de l'insignifiance de l'homme face à l'univers. Mais c'est vu de manière très différente que l'univers ou ses puissances externes. Pas faire, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par la connexion Lovecraft-Kubrick, voilà. Moi, j'aimerais juste dire que chez Lovecraft, il y a les grands anciens, donc cette espèce d'univers n'est pas du tout malveillant. Justement, il est indifférent à l'humain. Et c'est bien le fait que les grands anciens varient. Ils sont des fois incroyablement horribles et parfois ils sont incroyablement bien. D'ailleurs, ils sont qualifiés à la fin de la vie de Lovecraft comme une civilisation pré-humaine et pas du tout quelque chose de malveillant. C'est juste que l'humain ne les comprend pas. Et je trouve que cette espèce d'absurdité, d'ailleurs je trouve intéressant ce que tu viens de dire, le point commun c'est que la vie humaine est absurde dans les deux cas. Et ça, vous voyez, quand on est des êtres humains, c'est bizarre qu'on n'y réagisse pas en soi. C'est pour ça d'ailleurs que Lovecraft appelle ses lecteurs à dire la seule chose qui va vous rendre digne, c'est la création artistique. Et c'est pour ça que les grands anciens se manifestent dans les poésies, dans les mythes, etc. Et que Lovecraft écrit. Et c'est exactement ce que Kubrick dit par rapport à son film. Si on n'a pas l'expérience esthétique, on n'a rien compris. Autrement dit, il y a beaucoup de connexions qui me paraissent intéressantes parce que c'est justement ce qu'on fait en général pas par rapport à la technique, au transhumanisme, au posthumanisme, c'est de le vivre avec ses tripes. On l'entend comme étant un état de fait futur. Et on ne se demande pas ce que ça fait, on ne se demande pas pourquoi on veut se transformer. Qui sait, par exemple, parmi vous, qui serait d'accord de remplacer un de ses yeux valides contre un œil bionique, par exemple? C'est quelqu'un qui dirait « j'enlève mon œil valide pour remettre un œil bionique », indépendamment du fait qu'on lui vende le fait que cet œil bionique lui permettra de voir la nuit, etc. C'est la phrase qui est tirée d'un roman qui s'appelle « Le dernier de son espèce », donc je cite mes sources. Et ça m'intéresse pas mal parce que ça, c'est une vraie question, plutôt que de savoir si dans le futur, on pourra voir la nuit, puis on pourra étendre nos capacités, puis ceci, puis cela. On ne se pose pas la question, nous. Et c'est là où l'art est intéressant, c'est qu'il dit « et vous, en fait, toi, lecteur ou toi, spectateur, qu'est-ce que t'en penses, toi ?» indépendamment de ce qu'on nous promet.
Non, là, en t'écoutant, ça me faisait penser à la boutade de Pistorius, quand il avait été interdit de Jeux olympiques sous prétexte que ses prothèses lui conféraient une supériorité, en tout cas une supériorité potentielle sur les coureurs valides. Il y avait eu une énorme polémique. Et dans une interview à la radio, à un moment, il avait lâché, il était agacé, il avait lâché, mais si vous voulez courir plus vite, faites-vous couper les jambes. Donc c'était exactement cette question-là. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question que tu as soulevée, Marc, de l'humain qui n'est plus fait par Dieu et qui n'est plus rien. Parce que finalement, je pense que l'articulation avec le transhumanisme, c'est bien là qu'elle se fait. Je veux dire, on est une société dans laquelle, et en disant ça, je poursuis le raisonnement que je faisais tout à l'heure par rapport à la finalité et à notre rapport à la technique. Je crois que nous sommes une société dans laquelle on a remplacé Dieu par la technique. Je dis volontiers qu'on a passé d'une société théocentrée à une société technocentrée. Donc une société théocentrée, c'est une société dans laquelle on attend le salut après sa mort. Et le salut, il vient de Dieu. Dans une société technocentrée, on attend le salut dans notre vie actuelle. Et finalement, le transhumanisme, c'est ça. C'est cette volonté d'avoir toujours mieux, d'avoir toujours plus dans sa vie terrestre. Et je crois vraiment que l'articulation, elle est là. Et le fait de le formuler en disant « l'homme n'est plus rien », c'est exactement ça, finalement, parce que ça veut dire que l'homme est devenu un matériau malléable sur lequel il peut s'exercer lui-même et se refaire et se modifier un peu comme il veut. Just a question here. I mean, it goes on, or it goes even further. I mean, j'ai une question. En fait, cela va au-delà. L'homme est malléable et peut être transformé, mais en fait, l'homme se le fait à lui-même. C'est-à-dire que l'homme devient son propre Dieu. Et je me demandais, à partir de ta recherche, si les gens se considèrent eux-mêmes comme des dieux. Ils vont sans doute pas le dire. C'est clair qu'il y a une volonté démiurgique derrière ces volontés. Moi, effectivement, quand j'ai passé quelques années dans un laboratoire en Angleterre chez un ingénieur qui s'appelle Kevin Warwick, qui a été le premier humain à se faire implanter une puce informatique pour augmenter ses compétences. Ce n'est pas quelqu'un d'handicapé du tout, mais il part de l'idée que l'être humain est obsolète, et donc il sait utiliser lui comme cobaye avec une volonté de devenir le premier cyborg. Mais je dirais que pour un comme lui qui finalement admet cette volonté de substituer à Dieu de manière, il l'admet même de manière assez cynique, je dirais que pour un comme ça, il y en a 100 000 ailleurs dans des laboratoires qui font des choses qui vont dans ce sens-là, mais qui ne se le formulent jamais comme ça. Et quand on leur fait remarquer qu'ils sont même pour la plupart très choqués, parce qu'il y a un discours généralement qui porte sur le thérapeutique. Et moi je pense que notre société est une société profondément transhumaniste qui se refuse à l'admettre, que même nous, même pas seulement dans les laboratoires de recherche, on voit qu'il y a une série de projets qui sont des projets qui relèvent effectivement de l'ordre du thérapeutique pour aider des personnes malades ou handicapées, mais il y a aussi toute une série de projets qui vont bien au-delà et que les chercheurs ne se formulent pas comme tels, parce qu'on est dans un système dans lequel la notion de thérapeutique tend à s'étendre. On a une médecine qui prend en charge des patients en bonne santé maintenant. Médecine prédictive, médecine préventive, la cerise sur le gâteau, la médecine anti-âge. Je veux dire, vous vieillissez, vous avez 3 rides, vous pouvez aller chez quelqu'un qui fait de la médecine anti-âge. Donc c'est le fait d'être humain, de vieillir, de mourir qui est notre handicap partagé à tous. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne se formule pas cette volonté démiurgique, parce que ça nous semble juste normal que de vouloir tirer toujours plus sur la corde. Mais je pense qu'il y a un déni, effectivement, de manière générale dans notre société. Et je trouve intéressant ce que tu dis, parce que là on voit le rôle qu'a la fiction aujourd'hui. Alors je parle de la science-fiction parce que c'est ce que je connais le mieux, mais évidemment on pourrait étendre cette réflexion à d'autres formes de fiction et à d'autres supports que la littérature ou le cinéma. On peut penser aux jeux vidéo, on peut penser à la bande dessinée, on peut penser évidemment aux arts plastiques, etc. C'est-à-dire cette idée que entre des êtres humains qui vivent dans un monde où ce genre de choses paraissent normales, et puis en même temps un monde qui produit des nouveaux discours, etc., on a la fiction qui devient une sorte de
de caisse de résonance, si on veut d'une certaine manière. Comment vous absorbez, par exemple vous tous, et moi le premier, comment j'absorbe les discours qui vous disent dans 20 ans, dans 30 ans, on aura atteint par exemple la singularité technologique. Vous voyez, c'est un des grands mythes de post-années 80, type les ordinateurs calculeront plus vite que nous, sommes-nous d'ailleurs par ailleurs que des instruments de calcul, mais passons, ils calculeront plus vite que nous, donc ils feront un peu ce qu'ils veulent de l'existence humaine. Super, déjà. On se dit cool, qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Alors soit j'y crois, ça s'appelle une croyance religieuse, hein, parce que j'ai pas les moyens de démontrer que c'est vrai ou pas vrai. Soit j'y crois pas, type c'est n'importe quoi, ça vient des États-Unis, c'est forcément faux. Voilà. Soit je me dis, je préfère avoir un rapport peut-être un peu plus intéressant à ça. Et soudainement, comment je vais faire pour avoir un rapport intéressant? Aristote avait déjà compris ça. Quand je ne comprends pas quelque chose, il faut que je crée du récit. Quand je ne comprends pas quelque chose, je crée du récit. C'est pour ça qu'on passe notre temps à créer du récit sur nos ruptures amoureuses. Parce que techniquement, on ne les comprend pas. Alors il faut bien essayer de les comprendre, donc on va tisser du récit indépendamment de la vérité ou de la véracité de ce récit-là. La science-fiction, comme d'autres formes de fiction, elle fait exactement ça, sauf qu'elle ne se pose pas la question de savoir effectivement comment ça va se dérouler dans le futur, mais plus j'aurai de récits, plus j'aurai de récits différents, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de récits d'amour, hein, c'est parce que c'est quand même assez compliqué ce truc-là, plus je serai en mesure d'interroger ces vraies phrases-là, ces phrases qui nous sont arrivées. Et plutôt que de se demander ça va arriver ou pas, hein, je suis pour, je suis contre, d'être capable de pouvoir tisser de la narration, du narratif, et donc d'être capable d'avoir un rapport conscient à ces choses-là, et de se poser, pour revenir à ce que disait Daniela avant, se poser des questions qui sont des questions éthiques. Hein, la question de l'homme qui se prend pour Dieu, dans la science-fiction, vous la trouvez tout le temps, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est permanent, parce que c'est un des grands problèmes, c'est un peu l'amour de notre société, si vous voulez. Hein, c'est un peu une des grandes problématiques, c'est comment fait-on pour ne pas être des dieux, parce que a priori on ne l'est pas. L'histoire humaine a plutôt montré qu'on ne l'était pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Just since you mentioned that is an old topic, oui, have to mention effectivement, c'est un vieux sujet, et ce n'est pas seulement le 50e anniversaire de 2001, Odyssée de l'espace, mais également le 200e anniversaire de Frankenstein, de la publication. Donc, il y a une longue tradition de l'homme qui a des agissements de démiurge et qui en est puni, qui en souffre. Alors, ce qu'on peut déduire de cette discussion, au final, c'est que l'homme n'a cessé en fait de s'imaginer en fait les futurs possibles en compagnie de la technologie. On arrive au terme de cette discussion, mais je vous propose, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à nos invités. Donc, n'hésitez pas. C'est pratique parce qu'on vous voit pas, donc s'il y a des questions. Ah non, il n'y a pas de questions. Ah, on vous voit. Oui. no translation. Daniela, je pense que tu peux. C'est parfait, tu commences. Contre lui, pendant ce temps, je dis quelque chose. Moi, je ne suis pas la plus optimiste des personnes autour de ces questions-là. Vous l'avez peut-être compris dans mes interventions. Et j'évoquais tout à l'heure la métaphore de la grêle après la vendange. Pour moi, c'est ça le gros problème. C'est que qu'on parle d'éthique, qu'on parle de loi, on est toujours en réaction, effectivement. Et je crains qu'on ait beaucoup de difficultés à sortir de ça parce qu'à titre individuel, on est tous assez contents de ce que nous apportent ces technologies. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème. Et je m'inclus, quoi. Je veux dire, la société que je critique
parce que je la vois mettre en place un système dans lequel l'humain a de moins en moins de place. C'est ma société. Et à titre individuel, j'ai mon téléphone portable, j'ai mon ordinateur, et je ne crois pas être prête à m'en passer. Et c'est par ça que ça devrait commencer. Parce que les lois, par définition, elles arrivent, enfin on l'a vu, il y a toute une série d'exemples. Moi, l'exemple qui me parle beaucoup, c'est l'exemple du clonage. Quand Alan Coleman a cloné la brebis Dolly, il y a tout de suite eu des comités d'éthique après pour dire « Oh là là, il a cloné un mammifère, il faut faire attention, peut-être un jour l'humain ». Donc on a beaucoup discuté là autour et le débat c'était clonage humain versus clonage non humain, étant entendu que le clonage humain est inacceptable. Puis après il y a des lois qui ont été faites, qui sont arrivées plus tard. Alan Coleman, il a fait quoi? Il est parti d'Angleterre où il était, il est allé à Singapour. Parce qu'à Singapour, il se sentait beaucoup plus encouragé dans ses recherches. Il me l'a dit clairement. Je dis pourquoi vous êtes allé à Singapour? Il m'a répondu parce qu'en Angleterre, maintenant, on me met les bâtons dans les roues. Donc voilà, il a dévié ça en corner. Et quand on voit X années plus tard les questions éthiques qui se posent par rapport au clonage, c'est plus clonage humain versus clonage non humain, c'est clonage humain thérapeutique versus clonage humain non thérapeutique. Étant entendu que le non thérapeutique est inacceptable d'un point de vue éthique, mais que le clonage humain pourrait être acceptable si c'est thérapeutique. Et donc on voit que toutes les réflexions éthiques, les lois qui ont été mises en place, elles ont servi strictement à rien, parce que comme je le disais tout à l'heure, la limite de ce qui est acceptable, c'est déplacé. Et donc moi je suis assez pessimiste par rapport à la possibilité de mettre un frein. I mean, I partly agree and I partly disagree. I mean, I agree insofar that there's probably very mais pas totalement. Je suis d'accord dans le sens que nous pouvons faire très peu pour freiner ce développement. Mais d'un autre côté, que finalement, les choses se passent toujours différemment de ce qu'on avait anticipé. La majorité des grandes innovations technologiques se sont développées de manière totalement inattendue. Personne n'avait anticipé Internet et pourtant cela a changé complètement notre société. Je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste par rapport à cela, mais la plupart des scénarios très pessimistes n'auront pas lieu parce que les choses n'ont pas lieu comme on le prévoit. Par exemple, pendant des décennies, en science-fiction, nous avons pensé que l'ordinateur, on allait pouvoir parler avec l'ordinateur. On peut le faire dans 2001 également. Et puis maintenant, on peut le faire. Eh bien, Siri est dans ma poche et je pourrais le faire, mais je n'utilise jamais Siri. Certaines personnes l'utilisent, d'accord. Mais ce n'est pas l'énorme innovation à laquelle on s'attendait. Donc pour l'instant, ça n'est pas très utile. Peut-être qu'un jour ce sera intéressant et qu'il y aura véritablement un ordinateur interactif. On nous avait dit, waouh, ça ce sera la grande innovation, et en fait ce n'était pas le cas. Donc je crois que les choses vont se passer différemment de ce qu'on peut prévoir. Et moi, je pense que tout ira bien. Et moi, je vais vous répondre. Alors, moi, c'est pratique parce que, en général, comme je suis spécialiste dans les fictions, vous voyez, ça sert un peu à rien, tout ça. Hein. Mais par contre, je suis beaucoup plus optimiste que Daniela. Non, c'est pas difficile d'être plus optimiste. En même temps, c'est pas difficile. Un des pouvoirs assez étonnants de la fiction, même si le mot paraît un peu pompeux, mais c'est sa capacité à réinventer le monde. Alors, elle ne réinvente pas le monde. Parce que là, quand vous dites on pourrait mettre en place une législation, vous parlez déjà de quelque chose qui est externe à vous. C'est en gros, est-ce qu'une société donnée, les politiciens, etc., tout ce fonctionnement-là pourrait faire quelque chose. Mais la fiction, comme elle s'adresse à nos émotions et qu'elle les reconfigure de manière plus ou moins originale, elle nous permet de changer quelque chose, notre regard sur le monde. Et c'est pour ça que souvent on dit que la fiction permet de réinventer le monde, pas au sens de la société, mais au sens de l'individu. Et une des choses que je crois par rapport à la question de la technologie, qui est quand même un des grands impensés du XXe siècle ou XXIe au sens macro, c'est-à-dire en fait la plupart des gens n'y pensent pas, c'est là, hein, voilà, bon, on l'utilise, et peut-être parce qu'on pense que c'est qu'un outil d'ailleurs, c'est peut-être la moins bonne chose qu'on puisse faire, c'est de penser que c'est qu'un outil. C'est peut-être de voir comment la fiction aujourd'hui, qui se diffuse massivement, qui est vue et lue par des millions de personnes, donc c'est pratique, contrairement à il y a 200 ans, mais sauf que bizarrement, c'est la première fois où on lit autant de science-fiction, sans même des fois savoir que c'est de la science-fiction,
mais on ne sait pas vraiment la lire. Parce qu'on oublie un truc de base, c'est qu'un cyborg dans la science-fiction, c'est une métaphore. Oui, c'est pas un cyborg. Et puis, je vous le fais très, très vite, si vous prenez le robot, 1920, c'est un corps sans âme. Vous voyez, ça ressemble vachement à la question marxiste, capitaliste versus prolétaire. Et les prolétaires, ils n'ont pas d'âme, ils ne sont pas là pour ça. Donc, corps sans âme. Puis après, il y a le cyborg, corps hybridé avec la technologie, années 60-70. Puis aujourd'hui, c'est l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est l'âme sans corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Combien de temps en moyenne aujourd'hui à l'occidental sur les réseaux sociaux par jour? 6 heures, plus 8 heures de sommeil. 14 heures, il vous reste 10 heures de trucs actifs, dont le boulot. Vous voyez que vous commencez à devenir une IA. Mais si on n'est pas capable de décrypter cette métaphore, alors on va dire « Ah, il nous parle des logiciels ». Et en fait, il ne nous parle pas des logiciels. Et là, je reprends l'exemple qui est, à mon avis, beaucoup plus, bon, excusez-moi pour les gars, mais beaucoup plus incroyable que 2001. Ex Machina, hein, si vous avez vu ce film, vous avez une jeune femme qui est un robot, IA, etc. Et tout le monde dit « Ah, les IA vont arriver dans le monde ». Ok, alors maintenant, vous êtes une jeune femme, je vous mets dans un laboratoire, il y a 2 types qui veulent coucher avec vous. Vous faites quoi? Bah, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous échapper. C'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'elle est un robot, parce qu'elle a instrumentalisé pour le plaisir sexuel. Dès qu'elle peut sortir de ça, elle redevient une femme, elle met la peau à la fin du film. Ça, c'est ce qu'on appelle une métaphore. C'est bizarre, quand on parle de ce film, on parle de cyborg. On vous parle de vous quand vous êtes instrumentalisé sexuellement. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un petit lien avec Barbe Bleue, mais passons. Et ça, on n'arrive pas à le lire. Donc comment faire? Moi je dis, lisez de la fiction et surtout apprenez aux profs à être capables de la décrypter, parce que ça sert à rien, aux profs, aux parents, et peut-être qu'on pourra réinventer le monde tous ensemble. Mais bon, après, bon... Or even better watch films. Sorry. Or even better watch films here. Maybe both, yes. Donc on entend encore le temps pour une question. Est-ce que... Oui. Ouais, parce que sinon Simon ne comprend pas. Merci. Alors bonjour. Justement, j'ai bien écouté le rapport avec justement la religion, le fait que la science, on passe d'enfant de Dieu à rien. Mais moi, je me posais plutôt la question inverse, c'est plutôt est-ce que la science va nous mener à une nouvelle religion, ou la technologie? C'est une nouvelle religion. De mon point de vue, on est vraiment dans un système de croyance religieuse. On a la foi en la technique, on a la certitude que quelle que soit l'origine du problème, il y aura toujours une solution technique. De la même manière que les gens qui sont croyants pensent que Dieu pourra leur apporter réponse à leurs questions. Je crois vraiment qu'on a substitué un système de croyance religieuse par un autre système de croyance religieuse. Au siècle des Lumières, quand on a voulu sortir de l'obscurantisme en pointant du doigt la religion comme étant une croyance, on n'a juste pas remarqué qu'on entrait dans un autre système de croyance et on y est toujours. La différence, excusez-moi, je vous coupe. La différence, c'est que du coup, au lieu d'avoir un créateur, nous sommes les créateurs alors. Ouais, c'est pour ça qu'on passe notre temps à se demander dans quelle mesure est-ce que les acides aminés et les protéines ne viennent pas de l'espace. Mais là où je pense que ce qui est intéressant dans ce que dit Daniela, c'est que le problème, c'est que dans notre tête, la religion, c'est forcément par rapport à une entité transcendante, type Dieu, Allah, etc. Ce qu'on ne voit pas, c'est que quand on va mettre en avant la question de la raison, la rationalité, en fait, philosophiquement, on fait à peu près la même chose. Si vous imaginez que l'univers est écrit en langage rationnel, par exemple, bon, c'est pas parce qu'il n'a pas d'intention, c'est pas parce qu'il n'a pas, vous voyez, que ça veut dire pour autant que c'est une entité si différente. La grande différence de la rationalité, c'est qu'elle suppose une certaine morale qui va avec. Et c'est pour ça que dans la science-fiction, vous avez beaucoup d'ordinateurs qui dominent des sociétés. Parce que ça, c'est la morale qui va avec la rationalité. C'est une morale calculatrice et froide. Hein. Et il ne faut pas prendre la religion juste dans le côté révélé. Et je pense que du moment où vous croyez que votre téléphone portable vous permettra de mieux communiquer, du moment où vous croyez votre médecin, il ne faut pas croire les médecins, on le sait. Mais comme au XIVe siècle, on savait qu'il ne fallait pas trop croire les prêtres, vous voyez, c'est ça relie des peuples autour de certains axiomes que vous ne pouvez pas démontrer. Démontrez-moi qu'on descend du singe, ça va être compliqué. Et puis qu'on pense que ce qui est rationnel a plus de chances d'être vrai que ce qui est irrationnel, qui serait faux. Or, dans la plupart des religions, cette irrationalité,
elle s'appelle la vérité. Dans le christianisme, je suis la vérité, etc. C'est juste que nous, on a tendance on a trop mis la religion d'un côté en disant tous ces types sont tarés, et on a mis en avant la religion scientifique. Mais elle a exactement les mêmes formes. Il faut être initié, il faut faire polytechnique, il faut monter dans les trucs. Vous avez un langage spécifique. Si vous ne le maîtrisez pas, il ne faut pas parler. Si vous êtes contre, vous êtes anti-progressiste. Et c'est ça la religion. Ce n'est pas que la croyance transcendante. C'est aussi la forme d'interaction qui se passe entre les différents membres. Quel est le clergé scientifique? Si vous êtes dans l'autre Caltech, c'est mieux que. Si vous allez à l'EPFL, c'est mieux que les TH. Enfin, c'est un peu toutes ces choses-là. C'est ces mêmes fonctionnements-là, en fait. D'accord, merci. I don't know. I mean, I see both your points. Je vous entends tous les deux, je vois, mais c'est une très grande question. Parce qu'il faudrait d'abord définir ce qu'est une religion, et là on peut passer toute une vie. Il y a plusieurs aspects, bien sûr. D'une part, vous pouvez traiter la science comme une religion, mais d'un autre côté, vous pouvez également être un scientifique. En fait, la question est plutôt individuelle. Une religion vous dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Elle vous dit comment vous devez vous comporter. Et dans ma compréhension de la science ne devrait pas le dire. Ce qui ne veut pas dire que certains scientifiques ne considèrent pas la science comme un peu leur guide éthique, leur code de conduite, et essayent de rationaliser leur morale par des moyens scientifiques. Mais finalement, en principe, la science n'impose pas de jugement, elle ne devrait pas vous donner un code de conduite. Cependant, il y a une interaction. Et pour revenir à 2001 Odyssée de l'espace, vous avez cette interaction, ce paradoxe. D'une part, il y a une intelligence alien un peu proche de Dieu, qui serait Dieu, qui pourrait être. Et une fois que l'humanité a atteint un certain niveau scientifique, elle pourra rencontrer cela. Donc il faudrait atteindre ce niveau technologique pour pouvoir se joindre à Dieu. Je crois que Kubrick a dit 2001 parle de prendre les vœux comme un moine face à l'univers, et lui-même se considérait et se disait agnostique. Il disait, toute personne qui dit il ne peut pas y avoir de Dieu, il manque d'imagination. Mais affirmer qu'il y en a un, c'est tout aussi imaginatif. D'un autre côté, Jean-Paul II avait publié la liste de ses films favoris, et 2001 y était. Et il a même fait projeter 2001 au Vatican. Donc il y a un lien très net. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette table ronde. Je remercie nos trois invités d'avoir accepté l'invitation que notre groupe leur a adressée. Et je remercie le NIF d'avoir accepté aussi notre proposition de table ronde. Et je vous remercie à vous d'être présents, et je vous souhaite une belle fin de NIF. Merci.